Et son leadership, la présidente de la Fondation Bill et Melinda Gates s'engage à soutenir les politiques sanitaires et agricoles du Sénégal. À la veille de l'examen du CFE et de l'entrée en 6e, les centres d'examen sont prêts à accueillir les candidats. Les épreuves y sont acheminées selon le protocole sécurité. Les personnels sont déployés. Nous ferons le point dans ce journal. Et on fera le plein de décibels à Dakar ce 21 juin. Fête de la musique, des concerts sont prévus dans différentes zones. Ibrahim Ndong sera en direct pour nous faire vivre cette fête de la musique. Sadio Mané au Bayern, c'est officiel. L'attaquant sénégalais a signé son contrat ce mardi. Il s'engage pour 3 ans avec le Bayern Munich. Bienvenue à tous. La présidente de la Fondation Bill et Melinda Gates salue la vision du président Macky Sall et la portée de sa voix dans le monde. En visite à Dakar, Melinda Gates a réaffirmé sa volonté d'accompagner le Sénégal dans les secteurs de la santé et de l'agriculture. Voici Melinda Gates à sa sortie d'audience. Nous venons d'avoir une rencontre avec le chef de l'État. Et pendant cette rencontre, nous avons beaucoup parlé d'innovation. Nous avons parlé des avancées dans le secteur de la santé, surtout en pensant au travail que l'Institut Pasteur est en train de faire. Nous avons parlé donc, de la sécurité alimentaire et d'autres sujets d'intérêt commun. Nous pensons aussi que le président Macky Sall a une voix très importante en Afrique. Et donc il était important justement de aussi travailler avec lui, surtout en son rôle de président, donc en exercice de l'Union africaine. Nous avons donc un mémorandum d'entente avec le Sénégal et nous travaillons dans plusieurs secteurs, secteur agricole, secteur donc de la santé. C'était Melinda Gates qui a été reçue par le chef de l'État aujourd'hui. Les épreuves du CFE et de l'entrée en 6e débutent demain sur toute l'étendue du territoire, mais aussi en Gambie et en Guinée-Bissau. Tambacounda compte plus de 14 000 candidats, dont 159 pour le programme franco-arabe. Dans le département de Tamba, les épreuves sont acheminées dans les différents centres d'examen en toute sécurité. Le reportage de Thioroyang. Après la sécurisation des épreuves pendant 48 heures à l'IF de Tamba, l'heure est au convoyage des commissions. Sur les 41 centres d'examen, 22 sont établis dans la commune et 19 dans les zones rurales. Présentement, nous avons beaucoup de commissions en zone rurale. Actuellement, pratiquement, la zone rurale est en train d'être acheminée. Ce qui fait que pour la commune, Inch'Allah, ce soir, les commissions seront acheminées également et seront sécurisées au niveau des centres. Nous avons constaté que le jour J, quelquefois, il peut y avoir quelques dysfonctionnements qu'il faudrait régler en amont. Donc c'est un partage d'expérience, mais également sur les modalités d'administration des épreuves, pour que ça respecte les conditions édictées par l'autorité. À ce niveau-là, vraiment, avec les chefs de centre, nous avons vraiment partagé beaucoup de choses. Et je pense que ce sera respecté à 100% au niveau. Pour l'encadrement et la surveillance de ces candidats, 695 enseignants ont été mobilisés. Les difficultés portent quelquefois sur les enfants qui ne maîtrisent pas leur nom de famille. Également, il peut arriver qu'au niveau des copies, que les enfants écrivent au dossier, parce que c'est des copies où les enfants, on corrige directement sur les copies. Les enfants écrivent un peu au-dessus du papier qui doit porter l'anonymat. Au niveau des émargements, il peut arriver que l'enfant émarge à la place d'une autre personne, ou bien émarge à la place d'un absent. Donc tout cela sont quelquefois de petits désagréments que nous constatons dans les centres d'examen, mais quand même que nous parvenons à gérer. Rester calme, se concentrer et se focaliser sur l'essentiel. C'est le premier diplôme de l'élève, donc il faut vraiment un maximum de sérénité pour réussir cet examen. Cette année, ce sont les chefs d'établissement scolaire qui ont porté le combat de la déclaration des candidats à l'état civil. Bon, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Je pense que vraiment, avec les directeurs d'école, beaucoup d'audiences foraines ont été organisées. Ce qui fait que la situation vraiment est plus ou moins contrôlée au niveau de Tambacounda à ce niveau-là. Même s'ils ne sont pas déclarés, ils sont dans le processus. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, Tambacounda quand même. Dans le département de Tambacounda, 7044 candidats se sont présentés au CFE cette année. L'académie, appuyée par ses partenaires, va assurer la restauration sur l'ensemble des centres d'examen. Et plus de 5000 candidats vont composer demain dans les 30 centres d'examen de la commune de Saint-Louis et tout est fin prêt pour les accueillir. Diana Badia.
L'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune a déjà pris toutes les dispositions pour la tenue des épreuves du certificat des fins d'études élémentaires en CFE. Personnel, enseignants et associations de parents d'élèves sont tous impliqués dans l'organisation. Il y a eu déjà une coordination avec les comités de gestion et les associations de parents d'élèves, surtout avec une forte implication du personnel enseignant, particulièrement les directeurs d'école, pour ce qui concerne les préparations, le nettoiement, la mise à disposition de tout ce qu'il faut, le nettoiement des toilettes, également la mise à l'état des tables bancs avec la numérotation et tout. Donc le point est déjà fait sur l'ensemble des centres. Malgré les perturbations notées en cours d'année, la circonscription s'attend à de bons résultats au regard des notes enregistrées lors de l'examen blanc des 22 et 23 mai derniers. À chaque fois qu'il y a perturbations liées aux enseignements-apprentissages, c'est des pertes en crédit horaire. Mais puisqu'il y avait des dispositions déjà prises à l'interne pour voir comment procéder, pour remédier à ça, il y a eu quand même beaucoup d'actions qui ont été déployées dans ce sens. On espère bien que ça ne va pas trop impacter, et surtout compte tenu des résultats que nous avons obtenus lors du CFE blanc. La commune s'en est bien sortie avec quand même un pourcentage qui a dépassé déjà les statistiques de 2021. Les 5267 candidats issus des 83 écoles élémentaires de la commune sont répartis dans 30 centres. Pour la surveillance, 539 enseignants sont retenus. Et à quelques heures du démarrage de l'examen du CFE et de l'entrée en 6e, nos équipes de Ziguinchor sont allées à la rencontre d'une candidate encadrée par son oncle enseignant. Voici le reportage avec Abdoulaye Sinkari. Nous avons rencontré Dorothée Diatta il y a 2 jours. Concentrée sur ses exercices, la candidate au CFE veut plus tard être médecin et sait déjà où mettre l'accent. Maths, français, maître. Titre donné aux avocats, notaires, huissiers et aux personnes revêtues de certaines charges, maîtres des requêtes. Dorothée vit avec un oncle directeur d'école qui lui apporte un encadrement rapproché. On l'encadre par rapport aux règles, c'est-à-dire les règles d'orthographe, les règles grammaticales, quelques règles de mathématiques sur la matière. Pour ça, avant d'entamer. En bon habitué de l'examen, Simon-Pierre Diatta met beaucoup l'accent sur les maths et le français. C'est sur ces matières-là qu'on met l'accent. Ces matières-là, ils ont plus de points à l'examen. Si l'enfant parvient à s'en sortir, à l'examen, c'est ce que dit que l'enfant a réussi. Sur la dernière ligne droite, l'enfant doit être mis en confiance avant d'aborder les épreuves. C'est mettre l'enfant en confiance pour dire que vous allez réussir. C'est d'abord le mettre en confiance, voilà. Faut pas, parce que c'est des moments amenés, c'est des moments très délicats. On ne peut pas lui reprocher. Même s'il a fait quelques erreurs, on revient pour dire ce que vous avez fait, c'est bon. Mais ça et ça, c'est le mettre toujours en confiance. Et donner des petites questions, des petits problèmes. Comment on calcule la surface du rectangle, comment on calcule le demi-périmètre. Cette année, Ziguinchor compte 7155 candidats au CFE à l'entrée en 6e, répartis dans 57 jurys. Et dans les centres d'examen de Dakar, l'on s'attelle au dernier réglage. Constat dans ce reportage de Abdouad et Mamoum Sagnan. Près de 300 000 élèves sont attendus ce mercredi dans les différents centres d'examen pour le CFEE et l'entrée en 6e. À l'école élémentaire Mamour Diakhaté de la Médina, tout est fin prêt pour recevoir les 240 candidats dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on peut dire que le centre est vraiment prêt pour recevoir les candidats pour demain. Les salles sont nettoyées, les tableaux balais effacés. Ensuite, tout ce qui devrait être fait, le numérotage, donc parce que nous devons recevoir 240 candidats répartis dans 10 salles de classe. Donc, l'environnement, vous avez vu, avec l'aide des élèves, n'est-ce pas, et quelques éléments de la communauté, on a pu nettoyer tout ce matin. Dans cette école, les élèves également ont pris part aux préparatifs en balayant la cour et les salles de classe. Leur objectif est très clair, réussir l'examen haut la main. Le moral est très bon, ils en sont fiers. Ils ont aussi bien préparé pour les examens. J'ai appris mes leçons et bien révisé les exercices et aussi pour que tous mes amis et moi ayons
une bonne réussite et pour que toute l'école ait au taux de 100%. Hier, à pareille heure, toute l'équipe pédagogique était là dans la salle du CM2. Donc, on a donné les dernières recommandations, n'est-ce pas? Et on s'est fixé à plus de 90%. Et les élèves, n'est-ce pas, se sont engagés à nous rapporter plus de 90%. Donc, pratiquement tout le travail pédagogique a été fait. Ils n'ont pas chômé d'une seule journée cette année-ci, avec l'accompagnement du maître qui était toujours là jusqu'à 18h, donc sauf le mercredi et le vendredi. Mais tous les jours, c'était de 8h à 18h. Les cours élémentaires Mamour Diakhaté font partie des 3 centres d'examen de la commune de la Médina, tout comme l'école Babacar Ndiaye WAC 1. Ici, c'est la grande sérénité avant le début des épreuves. Depuis hier, on a eu à préparer les centres. Le matériel est en place et les tables sont déjà numérotées et les élèves aussi ont reçu leur numéro. L'objectif, c'est de bien préparer les élèves, de bien les accueillir, les administrer les épreuves et remettre les copies au niveau de l'IF. L'objectif, c'est de bien accueillir les enfants et de bien faire l'examen. Et nous prions que l'examen se passe dans de meilleures conditions. On a eu un CLD hier déjà avec le préfet. Donc, on a parlé de la sécurité, qui seront au moins, il y aura 2 policiers dans les centres. Et le matériel, on l'a reçu aujourd'hui à l'IF, c'est déjà avec nous. Donc, c'est tout ça. Les épreuves débutent ce mercredi pour une durée de 2 jours. Les résultats sont attendus le 15 juillet prochain. Je rappelle donc que l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et le concours de l'entrée en 6e vont débuter ce mercredi 22 juin. Les épreuves seront administrées à plus de 390 000 candidats au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Le ministère de l'Éducation nationale a pris des dispositions pour un déroulement correct des compositions. Pape Kolingom. Face à la presse, le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale, Papa Baba Diassé, s'est expliqué sur les mesures prises pour un déroulement correct de l'examen du CFE et de l'entrée en 6e. Au niveau de la direction des examens et concours, les activités liées aux validations des inscriptions, à la stabilisation des statistiques, à la construction, la validation, le conditionnement, le choix, la reprographie, la sécurisation et la mise à disposition des épreuves ont été bouclées. Pour les 28 candidats non ou malvoyants, des dispositions particulières ont été prises pour adapter les épreuves. Selon le directeur des examens et concours, des moyens humains, financiers, techniques et matériels suffisants ont été mobilisés. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour relever le défi de l'organisation. À titre indicatif, la phase d'administration des épreuves de la session de 2022 du CFE et de l'entrée en 6e nécessite en moyenne l'utilisation de 9 882 salles de classe et la mobilisation de 1884 chefs de centre, 1884 adjoints aux chefs de centre, 19 764 surveillants au moins à raison de 2 par salle, 9 420 secrétaires à raison de 5 par centre. Aussi, dois-je signaler que d'importantes réallocations de ressources issues du Fonds d'appui aux examens et concours, le FAEC, ont été faites aux inspections d'académie et aux inspections de l'éducation et de la formation pour leur permettre de faire face à certaines dépenses liées aux évaluations du CFE et de l'entrée en 6e. Pour l'année 2021-2022, le nombre de candidats a légèrement baissé, mais les filles restent toujours majoritaires. À la date du 20 juin 2022, le nombre total d'inscrits est de 296 395, dont 165 714 filles, soit 55,90% du nombre total de candidats, contre 286 668 en 2021, soit un écart négatif léger de 273. L'ensemble des candidats sont répartis dans 1884 centres. Ces données statistiques stabilisées
et envoyés par les académies pourraient connaître une évolution du fait du traitement tardif de certains dossiers liés à l'état civil de certains candidats. Le ministre de l'Éducation nationale invite à la vigilance et à une synergie d'action pour permettre un bon déroulement de l'examen. Au cours de cette conférence de presse, une réforme des textes régissant l'examen a été annoncée. Dans le département de Kaffrine, l'inspecteur de l'éducation et de la formation a réuni les présidents de jury et autres acteurs pour procéder au dernier réglage. Claire Diop. C'est un dispositif complet qui est mis en place par l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaffrine. Objectif permettre aux 2426 candidats du département en lice de composer dans des conditions optimales. L'implication de toutes les parties prenantes a permis d'obtenir ces résultats. Au moment où je vous parle, je peux dire que le dispositif organisationnel mis en place par l'inspection de l'éducation et de la formation est vraiment au top, d'autant plus que tout ce qu'on a eu à prévoir à ce moment précis, nous avons eu à les dérouler. Au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaffrine, nous comptons pour ce CFE session 2022 17 centres d'examen. Et parmi ces 17 centres, les 9 se trouvent dans la commune de Kaffrine. Le dispositif est déjà opérationnel. L'examen permettra une évaluation de la qualité des enseignements-apprentissages dispensés durant l'année scolaire. C'est un moment qui sanctionne tout le travail accompli par l'ensemble de la communauté éducative. C'est également l'aboutissement de tous les efforts fournis pour améliorer les performances scolaires des élèves. Au moment où je vous parle, tous les enseignants qui sont convoqués, au moment où je vous parle, ils ont reçu leur convocation. Et à partir de 15 heures, vous voyez dans la cour de l'école les véhicules stationnés. Donc c'est leur retenue pour le départ vers les centres. À 15 heures déjà, ils étaient au rendez-vous prêts pour rejoindre le théâtre des opérations afin d'accomplir la mission assignée. Mon centre, c'est Diakhao Saloum, que je m'apprête à rejoindre. Parce que vous savez, nous sommes en hiver blanche, il faut y aller tôt pour sécuriser les épreuves. Tout a été organisé parce qu'il y a nos collègues qui sont dans ces écoles-là, qui nous préparent avant notre arrivée. Et on a des sites d'hébergement, donc tout est OK. Et c'est 37 candidats, c'est une école mixte. Il y a l'arabe, les candidats franco-arabes et les candidats dans les écoles classiques. Dans ce contexte hivernal, des dispositions sont prises en amont. 2 centres d'examen ont été délocalisés. L'évaluation des éditions précédentes nous a permis, depuis l'année dernière, de délocaliser 2 centres, n'est-ce pas, 2 centres qui constituaient déjà des sites de rétention d'eau. Donc, je veux parler de l'école 5 et de l'école franco-arabe. Des éléments de la police, aussi de la gendarmerie, seront positionnés pour sécuriser l'examen ici dans le département de Kaffrine. Sur les 2426 postulants, les 1436 sont des filles. On y compte également 111 candidats libres. CFE est entré en 6e. Les examens débutent demain. Bonne chance à tous les candidats. Un CDD consacré à la réhabilitation du lycée Limamoulaye de Guédiawaye s'est tenu ce matin. Les travaux devraient démarrer en septembre prochain et le processus de concertation sur ce projet est lui lancé. Lamine Touré. Une matinée particulière au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Au menu de ce comité départemental de développement, la reconstruction du site, une instruction du président de la République. 43 ans après son inauguration en 1979, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye a pris de l'âge, trop même pour certains, car l'établissement est bâti sur du préconstruit et concentre aujourd'hui 10 000 élèves et 300 professeurs. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé, suite au dialogue qu'il avait effectué avec les jeunes de Guédiawaye, non pas de réhabiliter Limamoulaye comme il l'a fait depuis quelques années. Nous avons injecté beaucoup d'argent dans le lycée en termes de réhabilitation. Il a décidé de le reconstruire, d'en faire un grand lycée moderne, mais conformément à ses orientations, mais pour renforcer aussi sa position de creuset d'excellence dans la banlieue de Dakar.
Cette concertation ouverte a donc débuté entre acteurs, une étape importante dans le processus de reconstruction du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. L'État va en finir vite avec ses multiples dépenses annuelles destinées au maintien de la composante matérielle de l'établissement. Il y a dans cela des bâtiments évidemment qui vont être détruits, mais il y en a très peu qui vont rester, notamment l'amphithéâtre qui est tout nouveau, un bloc de salle de classe que le président de la République nous avait autorisé à construire. Mais en dehors de ces bâtiments et les logements, en dehors de ces 3 bâtiments, tous les autres bâtiments vont être repris. Et le président de la République nous a demandé de le reconstruire par phase. Bien évidemment, le lycée compte plus de 10 000 élèves. Nous ne pouvons pas les reloger ailleurs pour faire la construction. C'est pour ça que nous avons phasé les travaux. Dans ce centre d'excellence établi au cœur de la banlieue de Dakar, une génération d'élèves est passée par là. Certains d'entre eux sont aujourd'hui à la retraite. Ce projet suscite un grand intérêt pour toute une communauté. C'est un projet qui est structurant, qui nécessite quand même l'adhésion de toute la communauté éducative. Les apprenants sont jeunes en règle générale et il est bon qu'ils n'aient pas l'impression d'une discontinuité qui résulterait de l'exécution du projet en termes d'arrêt des enseignements, puisqu'il faudrait bien leur faire comprendre que le plan architectural qui est prévu est compatible en tout cas à une exécution du projet qui ne remettrait pas en cause la continuité des enseignements. La déclinaison des orientations pédagogiques a surtout rassuré les parents d'élèves. Ce qui est innovant, c'est l'idée d'en faire à terme un établissement polyvalent, puisque Limamoulaye comporte des enseignements au titre vraiment de la formation générale, mais également des formations à caractère professionnel. Le ministre de la formation professionnelle souhaite démarrer les travaux le mois de septembre prochain. Le budget est pour le moment arrêté à la somme de 6 milliards de francs CFA. Le CNLS a lancé une campagne de mobilisation de ressources pour la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Les fonds récoltés permettront de faciliter l'accès de ces enfants au traitement à Ouagaïa. Au Sénégal, sur 10 enfants dépistés, 4 sont porteurs du VIH et certains ne suivent pas le traitement correctement. Les stratégies communautaires du Conseil national de lutte contre le sida ont permis de déceler les enfants vivant avec le VIH et d'assurer un bon suivi. Si on part de 10, on a 2 sur les 10 qui vont guérir et le reste risque de mourir si on ne les retrouve pas et qu'on ne les met pas sous traitement. Toutes les analyses faites ont montré que ces enfants ne prennent pas leurs médicaments, n'ont pas les moyens de venir toujours à l'hôpital pour le rendez-vous, ou le parent vous dit qu'il n'a pas donné le médicament parce qu'il faut le donner à l'heure du petit déjeuner et on n'a pas le petit déjeuner tous les jours à la maison. Et on a vu aussi que c'est difficile pour un enfant de venir répondre à un rendez-vous à 7 h du matin et rester le ventre vide jusqu'à 12 h ou 13 h sans manger. La campagne nationale de mobilisation de ressources permet d'accélérer les progrès des financements qui ont pour but d'aider les enfants en leur facilitant l'accès au traitement antirétroviral. On va mobiliser les bonnes volontés, on va leur expliquer le problème. Les gens vont voir que c'est très peu ce qu'on demande. Organiser une collation là où ils font leurs soins pour qu'ils puissent arriver à l'hôpital le ventre vide, de prendre un petit déjeuner. Et donc c'est juste pour ces petites choses que nous faisons cette collecte pour que les familles viennent, amènent leurs enfants pour se faire soigner. Le CNLS va appuyer les familles pour assurer le volet nutritionnel et le transport. L'accès aux antirétroviraux est gratuit et les médicaments de dernière génération pour la lutte contre le sida sont disponibles. Et à ce stade du journal, nous recevons Madame Diegui Diop, directrice de la promotion des droits, de la protection des enfants au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre, de la protection des enfants. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir, Madame Diaye. Alors, la Semaine nationale de l'enfant a été lancée le 16 juin dernier à Sédhiou. Cette année, sur quel thème avez-vous travaillé? Merci beaucoup, Madame Diaye. C'est un réel plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Et je tiens à vous féliciter l'ensemble du personnel de la RTS avec vous
vos nouveaux bâtiments et les chantiers qui sont en cours. Merci. Et je m'en vais répondre à votre question. La Semaine nationale de l'enfant a été instituée à partir de 1998 au Sénégal. Cependant, on part avec la GIA. La GIA, c'est la Journée de l'enfant africain qui a été instituée en 1991 suite à des massacres des enfants au niveau de Soweto en Afrique du Sud. Et cette année, on a eu comme thème élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Quelles sont les politiques et pratiques de 2013 à nos jours? Alors cette semaine est également célébrée dans les régions. Quels sont les temps forts? On a eu à ouvrir la GIA à Sédhiou, bien sûr, avec le ministre, au nom de Madame le ministre Ndeye Diop Dia, qui se trouve être ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. On a eu à aller à Sédhiou pour ouvrir la GIA, la Journée de l'enfant africain, qui donne naissance à la Semaine nationale de l'enfant. Nous sommes allés au niveau du département, au niveau même de la région, pour braquer les projecteurs sur ces enfants au nom de l'équité territoriale. Et la GIA a été fêtée dans l'ensemble du territoire sénégalais et même au-delà du territoire sénégalais, dans toute l'Afrique. Parce que c'est un thème qui est proposé par l'Union africaine à travers le comité des experts. L'ensemble des régions ont eu à fêter cela et au-delà de la GIA, la SNE, la Semaine nationale de l'enfant, s'est organisée, fêtée au niveau de l'ensemble du territoire sénégalais. Alors, ce thème est proposé par l'Union africaine. Est-ce que vous comptez remettre un rapport ou des recommandations à l'UA? Absolument, et c'est une recommandation très forte même de l'Union africaine à chaque fois qu'il dégage un thème bien précis. Et ce thème même, il l'avait choisi 10 ans avant. Et ils l'ont remis parce qu'il y a eu des défis. Il y a des défis que l'on doit quand même pouvoir relever et des perspectives qu'on a. Bien sûr, au niveau du Sénégal, on remercie son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui se trouve être le président de l'Union africaine, qui a eu quand même à rappeler l'ensemble des acteurs de l'écosystème que la GIA est à prendre au sérieux, de même que la Semaine nationale de l'enfant. Et à ce titre, on a vu quand même, il y a des avancées notoires qui sont faites, avec l'adoption de la SNPE, la Stratégie nationale de la protection des enfants en 2013. On a vu aussi, il y a un clin d'œil fort qui est fait par son Excellence. Il pouvait seulement faire ministère de la Femme et de la Famille. Là-dedans, il y a forcément les enfants, mais il a voulu marquer un coup en disant ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Et à ce titre, il y a des dispositions au niveau de la Constitution du Sénégal qui interdit le mariage des enfants avant 13 ans. Il y a des dispositions au niveau du Code du travail qui interdit un enfant qui a moins de 15 ans de travailler. Il y a une loi spécifique en 2005 qui nous permet de lutter contre la traite et l'exploitation des enfants. Je vous parlais de la mendicité. Et pour ne pas faire long, au niveau des réalisations, il y a la dernière loi sur la criminalisation du viol. Il pouvait s'arrêter là-bas, mais on a dit du viol et de la pédophilie, pour montrer quand même la quasi-totalité des instruments juridiques sont ratifiés par le Sénégal, tant au niveau régional, sous-régional, international. Cependant, il y a des défis aussi à relever, comme l'éradication complète de la mendicité des enfants, comme l'adoption du Code de l'enfant, comme l'institutionnalisation du Parlement des enfants, entre autres. Beaucoup de choses, beaucoup de sentiers qu'on a au niveau de la direction et qu'on ménagera aucun effort afin de les atteindre. Alors, vous avez également mis à profit cette semaine pour réfléchir sur le plan national pour l'abandon des mariages d'enfants. Qu'est-ce que vous avez retenu? On a retenu un consensus très très fort parce que cette journée, on l'a fait aujourd'hui même. On a fait un atelier de validation nationale du plan d'abandon des mariages des enfants et il y a des discussions quand même qui ont été posées. Et on a pris comme référence le plan Sénégal émergent. À travers le plan Sénégal émergent, le PAP 2A, où quand même il y a le volet social qui nous incombe, et même au-delà du volet social, même le fait que les enfants, ce sont les ressources humaines, et il y a quand même un capital très très important. Et en ce sens, on a dégagé des perspectives, tant l'amélioration du cadre légal et institutionnel, et aussi dégager des perspectives horizon 2035. Il y avait tous les CDPE. Les CDPE, ce sont les comités départementaux de protection des enfants de Sédhiou, Ziguinchor, Tamba, Diourbel, Matam, Saint-Louis, Louga. Tous, ils étaient là, avec les partenaires techniques et financiers, l'État du Sénégal, parce que nous sommes dans un domaine qui est multisectoriel, pour ne pas dire sectoriel, bon, sectoriel juste. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, entre autres. Ce qu'on a retenu, c'est qu'on a validé ce plan. On a dégagé une feuille de route qu'on va essayer de mettre en œuvre, bien sûr, avec les puissances publiques, avec la volonté
politique pour qu'on puisse atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, la Semaine nationale de l'enfant a été lancée le 16 juin dernier. Elle sera clôturée à Kermassar ce 23 juin, c'est jeudi. Pourquoi cette localité et qu'est-ce qui est au programme? Comme je vous l'avais dit tantôt, on a eu à choisir Sédhiou. Tout le monde se posait la question parce que quand même, les gens ont quitté les climatisations et autres pour aller au niveau de Sédhiou au nom même de l'équité territoriale. C'est à ce titre qu'on va à Kermassar. C'est le 46e département, le dernier département de l'État du Sénégal, le dernier CDPE qui a été mis en place. On veut maintenant faire le lancement officiel. C'est un prétexte de jeter les projecteurs, de montrer ce qu'il y a à faire dans ce domaine, ce qu'il y a à faire dans ce département, ce que les puissances publiques peuvent faire, les décideurs en amont, tant au plan public qu'au plan privé, mais aussi les partenaires. Au-delà des partenaires, la société civile, la CONAF y est, nos enfants. Parce que tout ce qui se fait pour une personne, sans que cette personne soit autour de la table, on peut se poser la question, est-ce que c'est efficient ou efficace? Donc c'est à ce titre qu'on a choisi d'aller à Kermassar, plus précisément au niveau du SADEPS de Malika, histoire de sensibiliser, histoire de montrer quelles sont les politiques qui sont dégagées, les programmes, les visions, de montrer quels sont les problèmes. Parce qu'à chaque fois, il y a des problèmes. Qu'est-ce que l'État peut faire, mais aussi qu'est-ce que la famille, qui se trouve être la première cellule d'éducation de l'enfant, sont en mesure de faire pour prendre en compte réellement la spécificité des droits des enfants. Madame Diégui, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ndiaye, et ça a été un réel plaisir pour moi. Je lance un appel, j'en profite réellement. Je lance un appel à l'ensemble de la population sénégalaise, que les gens sachent que les enfants, c'est très précieux. Le président Obama a l'habitude de dire, quand on a un enfant, on a le cœur en dehors de la poitrine. Prenons bien soin de ces enfants. Donc, je lance un appel aux politiques de notre pays. L'apanage de la violence n'est jamais un bon exemple pour les trésors que nous avons, c'est-à-dire nos enfants. Faisons attention à ce que nous faisons, faisons attention à ce que nous disons et faisons attention pour la réussite de ces trésors. Voilà, votre message est passé, Madame Diégui Diop. Je rappelle que vous êtes la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants. Je vous remercie. Nous allons à présent à la rencontre de Lamine Diadjou, le joueur le plus décisif du championnat. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives, Lamine Diadjou a été déterminant dans le sacre du Casa Sport et de sa qualification en finale de la Coupe du Sénégal. Cette année, il compte réaliser le doublé. Abdelaziz Ban l'a rencontré pour vos reportages. Lamine Diadjou, Lamine Diadjou, Lamine, oh là là, Lamine Diadjou, Lamine, oh là là, Lamine Diadjou. Son nom a résonné dans presque tous les stades du pays. Lamine Diadjou, le métronome du Casa Sport, venu de la Gambie, a connu le football sénégalais avant de rejoindre le Casa Sport. On a commencé le football depuis Gambie. J'ai débuté par les écoles de football en Gambie. Après, je suis parti à Hambourg dans un centre de formation qui, par la suite, a fermé ses portes. Je suis retourné en Gambie où j'ai disputé le tournoi zonal en terminant meilleur joueur. J'ai joué au championnat de Ligue 1 en Gambie avec Elite United, mais à cause du Covid, il a été interrompu. Ce jeune joueur a été très tôt détecté et proposé au club fagnon de la capitale du Sud. Sa venue au Casa Sport est le fruit d'un long processus. J'ai pendant longtemps été suivi par le Casa Sport. Les dirigeants sont venus discuter avec mes proches et l'accord a été conclu. J'ai rejoint le championnat sénégalais et je trouve qu'il est plus physique que celui de la Gambie. Au Casa Sport, depuis 2 ans, Lamine Diadjou est un véritable phénomène. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives cette saison, le joueur le plus décisif du Casa Sport nous parle de ses buts, dont lui seul a le secret. J'aime marquer des buts, surtout quand l'équipe en a le plus besoin. J'ai l'habitude d'enrouler le ballon quand je frappe au but. Mon secret, c'est le travail. Après nos séances, je vais en salle pour un renforcement musculaire. Et cela me permet de faire la différence à chaque fois. Coéquipier et encadreur au Casa Sport définissent le champion du Sénégal comme un leader. Lamine, c'est quelqu'un de très discipliné, rigoureux et travailleur. Nous, ses coéquipiers, il nous permet de nous bonifier. Il montre tout le temps l'exemple. Lamine Diadjou travaille beaucoup pour être tout le temps le meilleur. Moi, je suis très honoré d'être dans la même équipe que lui.
C'est un honneur de jouer à ses côtés. D'origine gambienne, Lamine Diadjo a été convoqué en équipe nationale locale du Sénégal. Même s'il a répondu présent lors du dernier rassemblement, Lamine Diadjo ne ferme pas la porte à la Gambie. Si je joue pour le Sénégal, je suis dans mon plein droit. C'est un pays où l'on me respecte beaucoup et cela me va droit au cœur. J'ai été honoré de répondre à la convocation de la sélection à Prime. Je reste disponible pour les deux pays. Celui qui aura besoin de moi, je suis prêt. Actuellement, Lamine Diadjo se fixe comme objectif de remporter la Coupe du Sénégal pour la deuxième fois et de faire le doublé avec son club. Après l'atteinte de ses objectifs, le joueur du Casa Sport veut aller mener ses talents à l'étranger. En attendant, Lamine Diadjo savoure la chanson que le comité des supporters Allez Casa lui a dédiée. Diadjo du Casa Sport, le joueur le plus décisif du championnat. Course épique, le Grand Prix de la première dame Marième Faye a été organisé hier à l'hippodrome Djibi Diouf de Louga et c'est Perle Fine de l'écurie Tchouktchouk de Sangalkam qui a remporté le Grand Prix. Matarba, ministre des Sports, a représenté la première dame à Louga suivant le récit de Ibrahim Mboup. Un Grand Prix dominé de bout en bout par Perle Fine. Elle a brillé à l'hippodrome Djibi Diouf de Louga et illuminé le Grand Prix de la Première Dame. Une tradition dans la capitale du Ndiambour depuis 1987. te mu nekk nag rendez-vous bu waa Louga yëpp ak touriste Sénégal yëpp di dàkk pour mën ko fekk. Ce prix dédié à la Première Dame du Sénégal est un grand rendez-vous. Nous la représentons à Louga avec plaisir. C'est une femme que nous estimons beaucoup. Elle a toujours été aux côtés de son mari et fait beaucoup de social. Trois autres courses au menu au grand bonheur d'un public de connaisseurs. Ndeye Fama Der du professeur Sakhir Thiam, El Capo et Auguste sont sortis vainqueurs de ces différentes épreuves. Une fête du cheval à Louga qui montre encore une fois l'importance de cet animal dans la vie de l'homme. Le cheval a une riche histoire. Les rois l'ont beaucoup utilisé. La Dior avait son Malaou, Boursine avait son cheval. Tous ceux qui ont combattu au nom de l'islam avaient aussi leurs chevaux. Le président de la République a choisi le cheval comme symbole de son parti. C'est un symbole fort. Au Sénégal, les courses hippiques sont régulièrement organisées. Une pléiade d'écuries sont en compétition chaque saison en quête de performance et de records. Course de pirogue, veillée culturelle, concerts, matchs de gala ont clôturé les festivités de l'an 1 de la RTS 5 Matam. De forts moments de communion entre la RTS et son public, des activités désormais inscrites dans l'agenda de la région. Ibrahima Pabidiou revient sur cette ambiance de fête. Les berges du fleuve ont refusé du monde à l'occasion des activités organisées par la RTS 5. Ces activités qui entrent dans le cadre de la célébration de l'an 1 de la RTS 5 sont admirées par le public. Parmi celui-ci, la forte délégation de la RTS venue de Dakar pour la circonstance. La culture locale a été dévoilée au public à travers son accoutrement et sa mine particulière. La communauté Tchoubalo a étalé sa beauté vestimentaire et ses belles sonorités sous le regard d'un public agréablement séduit. La course de pirogue, aussi appelée régade, a été également un fort moment de communion et de contemplation. Appuyés par les éléments des sapeurs-pompiers, les jeunes de Soubalo ont compéti dans un esprit de convivialité. La place Angle Fadel de Matam
a été aussi le point de convergence de plusieurs Matamois venus de différentes localités de la région. À cette veillée culturelle, les différentes facettes de la culture ont été présentées au grand public. Les communautés soninké, Mor, Pulaar, entre autres, ont étalé la beauté de leur culture. Les troupes théâtrales ne sont pas en reste. Les jeunes de la localité ont axé leurs prestations sur la sensibilisation, notamment sur les mariages précoces. L'enceinte de la RTS 5 Matam a aussi abrité des activités telles le Tanber ou Sabar. Le concert aura été aussi une des activités phares. Les artistes locaux ont démontré leur talent et tenu en haleine le public. Le football n'est pas en reste. Pour encore démontrer sa proximité avec les populations, la RT5 Matam a organisé un match de gala avec l'Union sportive de Matam, l'USM. Mais la condition physique de l'Union sportive de Matam a pesé sur la balance. Mais pour les acteurs, le plus important, c'est l'esprit de match de gala. C'était un bon match. Un match où les deux équipes ont livré chacune ce qu'elles pouvaient. Mais le plus important dans cette rencontre, c'est l'esprit de fair play, l'esprit de sportivité, l'esprit de retrouvailles, l'esprit vraiment de solidarité. Moi, je suis très content aujourd'hui de rencontrer les responsables de l'USM. J'étais très content aussi de voir les directeurs de la RTS faire connaissance avec ceux de l'USM, les joueurs composant l'équipe de la RTS et ceux de l'USM se congratuler après le match, c'était le plus important. En tout cas, l'esprit de fair play a prévalu et c'était le plus important. Pour encore magnifier sa fierté à la RTS 5, les dirigeants de l'Union sportive de Matam ont offert un maillot au directeur des chaînes régionales et thématiques. L'anniversaire de l'an 1 de la RTS 5 fut un véritable moment de communion entre la grande famille de la RTS, les autorités administratives, locales ou encore les populations locales. Ces dernières ont manifesté leur joie à l'endroit de leur télé, une télé qui se veut encore beaucoup plus proche des populations. Les festivités de l'an 1 de la RTS 5 Matam clôturées en beauté. Je vous le disais, ce 21 juin, c'est la fête de la musique, un événement et plusieurs manifestations à Dakar. Et pour vivre ce moment, nous allons retrouver Ibrahima Ndong à la place de la Nation. Bonsoir Ibrahima. Après la fausse note qui était le Covid-19 ces 2 dernières années, on fête la musique ce soir. Bonsoir Rougui à tous, c'est avec ces belles notes en sourdine que je vous souhaite la bienvenue au rond-point des allées du centenaire qui abrite cette année le concert de la fête de la musique. D'habitude, vous l'avez dit, c'est la place de la Nation qui avait l'habitude d'accueillir cette activité, mais à cause des travaux du BRT, l'activité a été délocalisée ici pour permettre au public en tout cas de vivre cet événement. Retenez tout simplement que près de 40 artistes y sont attendus pour communier avec leur public. Des artistes comme Cheikh Ndigallo, Pape Diouf, Djeba, des rappeurs comme Samba Peuzzi, entre autres, seront donc de la partie pour revisiter en tout cas leur répertoire, mais aussi proposer au public les opus les plus en vogue. Donc retenez tout simplement, Rougui, que du côté technique, la balance a été déjà faite et que pour ce qui concerne la retransmission en direct de cet événement, c'est la chaîne leader, la télévision nationale qui est là pour tout simplement assurer la retransmission en direct en collaboration avec le comité national chargé de l'organisation de la fête de la musique. Donc, Rougui, j'espère bien que vous aussi, dès la fin de ce journal, vous avec votre équipe, vous serez de passage sans doute pour esquisser quelques pas de danse.
De la partie, vraiment, donc merci. Je rappelle que vous étiez en direct des allées du Centenaire où se tient un concert dans le cadre de la fête de la musique ce 21 juin. Le coordonnateur national du PUMA était à la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, une foire à laquelle participent des transformatrices venues des zones frontalières et qui bénéficient de formations avec l'appui du PUMA à Wandiaï. Des groupements d'intérêt économique sont nés grâce aux formations et aux équipements qui ont été donnés à ces femmes dans les zones frontalières. Le partenariat entre la DER/FJ et le PUMA a été fructueux. Les deux institutions ont uni leurs forces dans 10 régions. Nous avons trouvé quand même qu'il était bon d'organiser toutes ces femmes des zones frontalières, en tout cas dans les 10 régions, qui ont eu à bénéficier donc de l'action du PUMA en une fédération, en une association. Et ce sont des femmes donc, qui échangent régulièrement, journalièrement, en tout cas échangent les bons procédés, de pouvoir aussi échanger avec le PUMA. Et le PUMA, justement, aujourd'hui, a financé énormément ces femmes pour permettre donc d'y aller. Ces femmes transformatrices maîtrisent la technicité. Elles ont reçu le matériel nécessaire. L'autre aspect aussi, c'était de leur permettre de participer à toutes les rencontres, en tout cas de foires ou de grands marchés, pour compétir avec les autres régions, montrer aussi en tout cas la qualité donc des produits qu'ils sont en train de réaliser. Dans chacune aussi de ces régions, la spécialité dans cette région. Et c'est tout le sens en tout cas de notre venue aujourd'hui à la FIARA pour encourager davantage ces femmes et que l'année prochaine, nous puissions davantage aider plus de femmes, plus de groupements et de faire un bilan. La production est bien suivie sur le terrain. Ces produits naturels répondent parfaitement aux critères de sélection et aux normes d'hygiène. La qualité des produits présentés à la FIARA a été saluée par le coordonnateur du PUMA. C'est la 2e année consécutive de participation de ces femmes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes digitales. Excellente soirée à vous.